Enregistrement local, quoi, faut que j'y pense. Ça va tout faire cracher, tu vois. 1, 2, 1, 2, c'est bon, ça marche, tu peux juste frotter. On se retrouve sur Twitch aujourd'hui pour la deuxième émission, mais la première de F5, donc une émission un peu plus d'actualité, même si là on va rencontrer, donc on va parler avec toi, Benjamin Martin. Donc tu es tennisman, on peut le dire, en tout cas jeune tennisman. Tu as donc 16 ans et vice-champion de France très récemment des 15-16 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc ouais, est-ce que tu peux donc rapidement te présenter, voilà, que les gens connaissent un peu ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Alors déjà j'ai commencé le tennis à l'âge de 3 ans en région parisienne. Après je suis arrivé en Pays de la Loire, sur Nord-sur-Erdre exactement. Donc j'habite à Nord-sur-Erdre. Voilà, j'ai été repéré vite à la Ligue des Pays de la Loire où du coup je me suis entraîné pendant pas mal de temps. Ouais, je me suis entraîné surtout à Suze-sur-Erdre avec mon entraîneur qui m'entraîne encore aujourd'hui, Kyrian Robert. Voilà, j'ai fait beaucoup de compétitions, pas mal à l'international. Voilà. Et là récemment, du coup, j'ai fait la Coupe de France à Dijon sur un très beau complexe proche du lac Kyr où j'ai fait un bon tournoi en allant jusqu'en finale.
Ok, ça marche. Et donc on parle de toi puisque tu es donc au tennis club de Montaigu. Ouais, Et donc tu t'entraînes assez souvent là-bas. ouais, ouais. Donc voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle de tennis aussi? C'est parce que, alors tu n'y participeras pas, en tout cas je ne crois pas. Bientôt, j'espère. Bientôt, voilà, on espère, c'est que dans quelques jours s'ouvre donc l'Open de tennis de Vendée, anciennement les internationaux de tennis de Vendée. C'est du 4 au 10 octobre, donc c'est à Mouilleron-le-Captif au Vendée Space. Et donc voilà, pour faire un peu rapidement on va dire la pub de cet événement, il y aura en tout cas il y a quelques gros noms, en tout cas notamment Pierre-Hugues Herbert qui est très connu pour ses doubles avec Nicolas Mahut, et puis il a gagné d'ailleurs l'Open de tennis en 2014. Il y aura Lucas Pouille aussi, il y aura Gilles Simon et un grand nom espagnol, on va dire. C'est pas Rafael Nadal, mais c'est Fernando Verdasco. Donc voilà, c'est quand même un gros, ouais, un beau plateau avec, sachant que l'année dernière il n'y avait pas eu l'Open de tennis de Vendée à cause du Covid. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de tennis et que je t'ai fait venir juste avant pour aussi parler de cet événement ça sera d'ailleurs diffusé sur TV Vendée. En tout cas, on aura quelques matchs et on couvrira cet événement. Voilà. On va passer à la première partie, mais avant ça, Loïc, régisseur, tu peux lancer le magnifique générique de cette émission F5. As-tu apprécié ce générique? Un très beau générique. Très bien fait. Donc tu t'es déjà présenté. Est-ce que tu peux juste rapidement parler un peu de... Alors, tu as 16 ans, mais rapidement de parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu as commencé le tennis? Ton palmarès, voilà, qu'on arrive un peu, qu'on comprenne jusqu'où tu en es arrivé jusqu'ici. Du coup, comme je le disais avant, j'ai commencé à 3 ans. C'est tôt. Ouais, c'est tôt. Je jouais, après, c'était pas vraiment du tennis, c'était surtout du mini-tennis, si on peut dire ça. Et ensuite, j'ai commencé la compétition, je pense, vers 7 ans de souvenirs, 7-8 ans. J'étais pas dans les meilleurs du département et de la région au début. Et puis après, vers 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à être un peu meilleur. Et après, j'ai continué sur cette voie. Et depuis, je progresse, je continue à progresser. Et ça me plaît toujours autant de faire du tennis tout le temps. Depuis que tu as commencé, tu es au tennis club de Montaigu ou Non, je suis au tennis club de Montaigu depuis 2 ans. Ouais, parce que je suis venu déjà ils ont un super projet, un projet d'avoir des installations vraiment top. Et aussi de monter en championnat de France par équipe. On a plutôt une belle équipe. Là, on est en pré-national. Et on aimerait, on avait le projet de monter, mais cette année, ça s'est pas fait avec le Covid. Mais on aimerait vraiment monter le plus haut possible par équipe. Alors, je pensais que j'avais pas mis de chrono. Je vais en mettre un parce que sinon, on va dépasser. On a 1 heure devant nous, mais je vais quand même mettre un petit chrono histoire de ne pas trop dépasser. Donc voilà, et donc ton palmarès pour l'instant, donc tu as remporté quand même quelques championnats départementaux, j'imagine, régionaux, et donc tu as là le point d'orgue, c'était donc la finale que tu as faite. Elle était où déjà ces championnats de France? C'était à Dijon, au lac Kier, sur terre battue extérieure, en beau complexe. Et donc malheureusement tu as perdu la finale. Ouais. Mais alors raconte-nous un peu cette finale, j'imagine que c'est la première fois que tu arrives en finale d'un tournoi aussi important. Oui, j'étais un peu tendu au début, j'ai pas très bien commencé, même pas du tout bien commencé. Je prends 6-0 au premier set. Ah oui. Après je suis mené 2-0. Donc j'étais pas très très bien, j'arrive à m'accrocher un petit peu, ça se recolle. Il y a 4 partout, j'ai quelques occasions de revenir et je perds 6-4 malheureusement, mais j'étais pas loin de faire basculer le deuxième. C'est surtout, j'imagine, donc forcément rentrer dans un match comme ça, c'était donc la première fois que tu arrivais dans un match aussi important. Ouais. Et j'imagine que forcément tu vas en apprendre. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était une super expérience.
Et donc ouais, ton palmarès, t'as gagné des championnats régionaux et Oui, et départementaux avant, ouais, forcément, pour ouais. arriver là. Ouais, c'est ça. Après, cette année, les départementaux n'ont pas été faits avec le Covid. Ils ont juste fait les régionaux, donc il y avait les 4 meilleurs de la région en 15 saisons. Et c'était à la Baule, et du coup, j'ai remporté le tournoi. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on t'invite aussi? C'est parce que donc tu as participé donc à Visage du Sport. Loïc pourra mettre quelques images d'illustration que tu as fait avec donc Aurélien Huard qui t'a rencontré pour l'émission Visage du Sport. Voilà, on voit quelques images donc de l'entraînement que Aurélien a suivi. C'est parce que tu veux devenir ton objectif vraiment, c'est devenir joueur professionnel de tennis. C'est vraiment un objectif qui est là depuis tout petit. Oui, bah quand je regardais à la télé, c'était surtout mon rêve de jouer à Roland Garros. Je voyais Nadal qui jouait, c'était des super souvenirs. Quand j'étais à Paris, je pouvais j'avais l'occasion souvent d'aller à Roland Garros. Donc ouais, c'était top, et depuis que je suis tout petit, c'est mon objectif et mon rêve. Et donc forcément, entre vouloir, parce qu'on a forcément tous Ouais. des rêves, entre vouloir et finalement pouvoir le faire, il y a quand même une différence qui est assez importante. J'imagine que tu commences à t'en rendre compte de plus en plus. Ouais, bah on a forcément des petites questions qui se posent, est-ce qu'on va réussir ou pas, mais après c'est le chemin, tous ceux qui sont aujourd'hui au top sont passés par là, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Tu le sais, mais j'imagine que c'est quand même hyper compliqué. Et pour qu'on se rende bien compte de la charge que ça représente à ton âge, tu t'entraînes combien de temps? Tu fais combien de tournois par semaine? Enfin, en tout cas par mois. Tu t'entraînes combien de temps par jour ou par semaine? Je m'entraîne à peu près 4-5 heures par jour, donc entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine, avec le tennis et le physique. Voilà, je fais aussi de la préparation mentale qui me prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment important pour le tennis. Sinon, au niveau des tournois, je pars beaucoup en tournoi, je me déplace beaucoup. La semaine prochaine, je vais à Honfleur pour un ITF Junior, et la semaine d'après à Angers au Ponce. Donc je voyage pas mal. En France ou même en Europe? Beaucoup en France. En Europe, je vais essayer d'y aller un peu plus pour essayer de gagner des points à l'ITF. C'est l'international. Ouais. Voilà. Ok, et ça marche. Et du coup, pour qu'on comprenne un peu justement tout ce qui est classement, c'est que au plus haut niveau, en tout cas, c'est l'ATP et WTA pour les filles. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc pour les jeunes, ça se passe comment exactement? C'est quoi un peu le système de classement qui est un peu... L'ATP, du coup, c'est internationaux, c'est pour les seniors. Et nous, c'est l'ITF junior. Donc c'est pareil, c'est classement international, mais des juniors. Et à côté de ça, là, au classement international, je dois être 960. Et mon objectif, c'est d'arriver dans le top 100 pour pouvoir faire les grands chelems juniors avec Roland Garros, etc. Et après, il y a le classement français, où là, je suis classé 0. Donc, c'est tous ceux qui ont une licence en France et qui font des tournois peuvent avoir un classement. D'accord. Et donc, pour qu'on comprenne bien, le classement 0, c'est un très très bon classement. C'est pas on va pas en montant, on va en descendant au tennis. Donc voilà, explique juste ça commence à 35, à 40. Donc après il y a les 35, 34 jusqu'à 30. Après il y a 15-5, 15-4, 15-3, 15-2, 15-1, 15. Après il y a les 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 1-6. Et moi je suis 0, donc après un 6. Et ensuite il y a moins 2-6, donc on passe en négatif, moins 2-6, moins 4-6, moins 15. Et après c'est les 100 numérotés français. Okay. Donc le numéro 1 c'est mon fils. Je vois qu'on a un premier commentaire sur le chat. Justement, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas encore à te poser des questions. On se fera un plaisir, enfin tu te feras un plaisir d'y répondre. T'as un premier commentaire de Yanis apparemment qui dit je t'aime Benji, t'es BG mec. Voilà, si tu veux lui répondre aussi. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à écrire ce que vous voulez sur le chat, sauf rester courtois bien évidemment, mais voilà, à te passer des petits messages comme ça, je te les passerai, y a pas de souci. Et puis si tu veux regarder, c'est sur le PC, si t'arrives à lire.
Ouais. C'est sur le PC en face, mais voilà. Et donc, juste pour reparler un peu de tennis, parce qu'on aura une deuxième partie où je parlerai plus du côté comment on peut devenir pro, justement, et ce que tu es en train de faire. Parce que, encore une fois, c'est ultra compliqué de devenir pro. Et donc, voilà, juste sur l'aspect sportif. Donc, on a dit que tu faisais beaucoup de tournois, beaucoup d'entraînements. Sur le côté au quotidien, donc tu m'as dit par semaine, ça faisait à peu près 20-25 heures. Ouais, voilà. Ça représente quoi sur une journée, par exemple, genre lundi, mardi, mercredi comment tu découpes tes journées? Alors je fais à peu près, j'essaye de faire 8h, 10h. En fait, je travaille avec le CNED, donc cours à distance, je travaille chez moi. Donc je fais 8h, 10h à peu près de cours. Après, je m'entraîne pendant 2h, 2h30. Je mange, je me repose un petit peu. Et après, je rattaque à 14h, 14h30 jusqu'à 2, 3h. Après, il y a des jours où après l'entraînement de tennis, je fais du physique. Donc voilà, et sinon j'essaie de retravailler un petit peu le soir. Donc, voilà. Ok, donc ça te fait quand même des belles journées. des belles journées, des belles semaines. Ouais. Est-ce que justement il y a un côté fatigue qui entre en compte au bout d'un moment ou finalement la jeunesse? Bah si, un petit peu quand même. Le week-end, j'essaie quand même de me reposer beaucoup. Et c'est pas le week-end justement les compètes? Non, pas trop. D'accord. C'est Ok. plutôt en semaine, c'est surtout en semaine. Du coup, quand j'ai des tournois, j'ai pas d'entraînement. Je D'accord. pars en tournoi et quand je reviens, si c'est vraiment un tournoi long, je prends 1 ou 2 jours de repos. Et voilà. Et les tournois ils se passent comment? Parce que on sait que par exemple, forcément Roland Garros, Ouais. il y a des matchs tous les jours ou tous les 2 jours et puis on se rend compte que c'est assez intensif. Pour les juniors, ça se passe comment? C'est des Ouais. matchs, plusieurs matchs dans la journée? Alors en tournoi français, ça peut être plusieurs matchs en journée. C'est souvent un match le matin, un match le soir. Et en ITF, donc en junior, c'est un match par jour. Après, ça peut être 2 avec le double. Donc ça peut être un match le matin en simple et un match en double le soir. Et donc les matchs, parce qu'encore une fois, on a tous forcément Roland Garros en tête, ou même les matchs, ou des compétitions un peu moins, enfin en tout cas pas les tournois du Grand Chelem où là c'est que Ouais. 2 sets gagnants, donc forcément Roland Garros c'est 3 sets gagnants, et ça peut durer des heures et des heures. Pour vous, c'est 2 sets gagnants, j'imagine. Oui, 2 c'est gagnant. Et donc pareil que les pros, ça se joue en Ouais, 6 ouais, sets c'est avec pareil. ok. Ouais. Et donc ça dure combien de temps à peu près environ un match? Je dirais au plus court, c'est entre 1h15 et 3h. Plus long. Donc quand on a plus d'heures dans la journée, enfin en tout Ouais. cas 1 ou 2 dans la journée, j'imagine que tu dois Ouais, à la être fin. complètement cramé, quoi. Ouais. Et donc, sur cet aspect sportif, j'imagine que tu as aussi, tu disais que tu avais de la préparation aussi mentale, ça Ouais. on y reviendra, mais la préparation aussi physique. Ouais. J'ai vu dans le reportage que Aurélien a fait sur Visage du Sport que tu disais que tu n'avais pas trop fait de muscu avant, Ouais. et qu'en fait il fallait maintenant commencer à développer cette partie-là aussi. Alors, Ouais, c'est important, surtout le cardio, le renforcement musculaire du haut, du bas oui, du parce corps. quand je dis Ouais. muscu, ça veut pas Ouais. forcément dire Ouais. la masse corporelle, c'est surtout... Vas-y, explique-nous du coup ce que c'est la muscu que tu fais. Ouais, c'est surtout pour prévoir pour éviter les blessures. Parce qu'il y a pas mal de blessures et ça peut t'arrêter beaucoup de temps. Donc pour éviter les blessures, après pour être capable de tenir des longs matchs avec beaucoup d'intensité. Pour aussi la muscu du haut du corps pour pouvoir frapper plus fort. Donc tout ça rentre en compte. Justement, qu'est-ce que tu parlais de blessures, forcément quand on fait beaucoup de sport, c'est vrai qu'à un moment le corps il est peut-être plus pas trop d'accord. C'est quoi justement que tu travailles en tout cas avec les personnes qui t'entourent pour justement pour prendre soin de ton corps, même s'il Ouais. est encore jeune, justement prendre soin de ton corps déjà? Après, je vois déjà pas mal le kiné. J'essaie de voir le kiné 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça me fait massage, étirement et tout. Donc ça me fait du bien. Et je m'étire beaucoup pour éviter les blessures et Mais sinon, c'est quoi les parties du corps qui sont les plus, on va dire, les plus sensibles aux blessures? J'imagine qu'il y a les chevilles, Ouais. il doit y avoir les bras aussi, en tout cas les... personnellement pour moi c'est plutôt le dos où j'ai eu récemment quelques petits problèmes Oui, mais j'imagine que ça doit venir aussi tient. avec la croissance, Ouais. forcément. Ouais, je pense. Ok, Ouais. d'accord. Et c'est quoi? Enfin, je sais pas, scoliose ou Je c'est sais un pas, truc comme ça, ou c'est- très bien parce que Ouais, d'accord, c'est juste des... ouais, Ouais. des petites douleurs, des points voilà. Oui, moi j'imagine que c'est normal aussi Ouais. vu que tu dois faire... vu que tu fais donc 20 à 25 heures par semaine de sport. Donc pour peut-être plus revenir sur ton tennis,
C'est quoi ton style de jeu? C'est Mon quoi le style de Benjamin jeu, Martin? Je dirais que je suis plutôt agressif du fond du court. Donc voilà, j'aime bien prendre le jeu à mon compte, frapper fort. J'aime pas trop défendre. Après, je fais sur terre d'or, j'aime bien faire pas mal d'amortis. Voilà. À côté de ça, j'adore le double. Donc voilà. Tu fais parce que c'est vrai qu'on parlait du simple, mais tu Ouais. fais beaucoup de doubles donc. Bah, je fais les doubles en junior. Quand il y a le simple et il y a le double, je fais les deux tournois. Ouais. Ok, ça marche. Double mixte. Je sais Non, pas. il n'y a pas de double Il n'y a mixte. pas de double Ouais. mixte, mais Ouais. je confonds avec avec le badminton, parce que je faisais du badminton, il y avait des double mixtes, mais Ok, c'est vrai qu'au tennis, il ça n'y a pas de. Bah, sur les gros gros tournois, il y en a, tournois, mais en junior, non. D'accord, ok. Et donc, ouais, style plutôt offensif. Ouais. Et donc, justement, par rapport à un style de jeu, est-ce que tu as déjà des points que tu sais que tu dois améliorer dans ton jeu, que tu as déjà identifié? Ouais, moi, c'est pas mal le service. Au service, c'est un peu. Au début, c'était surtout mon point faible. Maintenant, c'est un point vraiment amélioré. Le service et le coup droit encore un petit peu. Ok. Bah, de toute façon, il y a toujours à s'améliorer. Il y a... Mais d'ailleurs, le service, quand on voit à la télé les services qu'ils font, à ton niveau, les services, ils sont à combien au niveau vitesse? Parce que. Je sais pas vraiment parce qu'on n'a pas, on n'a pas les capteurs de vitesse. Mais approximativement, je dirais, si on sert une première, on devrait être autour de 170, 180 si on sert assez fort. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Enfin, ce qui est déjà énorme. Et du coup, comment là, parce que c'est peut-être que moi qui pose cette question, mais comment est-ce que on arrive à avoir la vitesse sur le service, parce que ça paraît énorme, les vitesses 180 km/h, quand on dit ça paraît énorme. Comment est-ce que tu arrives à avoir justement avoir cette vitesse? Qu'est-ce qui compte dans le geste, on va dire? Bah, c'est surtout de le la force relâchement. pure ou c'est le Ouais. geste? Le relâchement, c'est vraiment important. Le relâchement pour procurer de la vitesse. Après, la poussée sur les jambes pour essayer d'aller chercher la balle le plus haut possible. Et après, bah. Mais après, c'est juste voilà. la force Ouais. Ok, ça marche. Et donc, si j'ai cru comprendre que forcément ton meilleur coup, ça devait être donc le revers. Ouais. D'accord. Et pourquoi le revers? Parce que c'est. Je sais pas, C'est sa venue. Ouais, c'est depuis que je suis petit, c'est mon coup préféré et où je suis le plus à l'aise. Et donc, c'est vrai qu'on voit sur les images donc, que t'es droitier. Ouais. Et donc, le revers à deux mains, forcément à gauche. Et donc, ouais, c'est un coup ça fait un peu à la Novak Djokovic, un coup droit, enfin un revers, pardon, solide, quoi. En Ouais, fait. ouais, Djokovic est vraiment très très fort en revers. Et ok. Et c'est surtout quand tu vois, par exemple, on parlait de style de jeu, mais vers quel joueur, on va dire, connu tu te rapproches le plus en termes de style de jeu? Peut-être que tu veux pas copier, mais en tout cas t'inspirer. En style de jeu, j'aime bien. Bah après, mon joueur préféré c'est Wawrinka, mais c'est un peu différent quand même parce qu'il frappe vraiment très fort. Il a un revers à une main, donc c'est pas vraiment la même chose. Il frappe fort. Ouais. Et après, je sais pas vraiment trop. J'essaye pas trop de copier un joueur en particulier. Ouais, mais c'est Ouais. surtout, je sais pas si t'as des petits points de. Ouais, après, surtout. Sur certains joueurs que tu vois, t'aimerais bien savoir faire, en tout cas. Bon, oui, après, il y a surtout là. Ils ont tous un peu le même fond. Ils sont super solides du fond. Ils sont agressifs. Ils font pas de fautes. Donc, ça se retrouve un peu chez tous. Et Djokovic, Federer, Nadal, ils font vraiment zéro faute et ils sont agressifs. Pour revenir un peu sur on va dire ton début de carrière, on va dire. Pour l'instant, c'est quoi, on va dire, ton meilleur souvenir en termes de ton meilleur match? Que là, je sais pas si je te demande un match comme ça qui te revient en tête. T'as un match où tu t'es senti absolument quasiment invincible, où il y a tout passé. Récemment, je dirais la demi-finale à la Coupe de France. J'ai fait un bon match. En plus, il y a quand même de l'enjeu et j'ai fait un bon match. Donc et après, récemment, c'était ça. C'était quoi le score du coup? Enfin, comment est-ce que tu as. Le score était assez sévère. Voilà. Non, mais c'était un bon match. Et donc, on en parlait aussi. Comment tu fais pour gérer, on va dire,
l'aspect sportif qui donc prend une grosse partie de ta vie et l'aspect forcément l'éducation, enfin l'aspect cours. Donc là tu viens de rentrer apparemment au CNED, c'est ça? Enfin, tu fais des cours à sa distance. Ouais, c'est ça. Et donc comment ça se passait avant et maintenant comment est-ce que tu espères que ça se passe? Déjà avant j'étais au Sens, donc c'est le lycée du FC Nantes à la Jonelière. Donc c'était bien parce qu'on était 8 par classe, donc on avançait vite. Mais pour s'entraîner vraiment beaucoup et autant que je fais cette année, c'était pas évident. Donc j'ai choisi de faire le CNED. Après je travaille donc beaucoup moins d'heures, mais j'ai des profs pour m'aider dans les matières, surtout les spécialités que j'ai pris. Et donc est-ce que peut-être question est-ce que ça te comment dire? Est-ce que tu arrives à gérer l'école et les cours, ou est-ce que justement quand tu es en cours tu te dis putain je préférerais être sur un terrain de tennis, ou est-ce que justement tu te dis bon ok là je laisse le tennis à part, enfin, t'arrives encore à faire la part des choses, parce que je sais que c'est compliqué quand même. L'année dernière je me disais pas mal de fois ça parce qu'on avait quand même pas mal de cours, mais là cette année puisque je travaille 3-4 heures max par jour, ça passe très vite quand même. C'est quelque chose que t'apprécies. Alors là c'est encore un cas particulier parce que t'es quand même assez haut niveau, mais que tu te dirais par exemple au collège ou au lycée d'avoir peut-être plus d'heures dédiées à notamment des sportifs qui peuvent pas, parce que forcément on a beaucoup d'heures au lycée ou au collège, et ça c'est peut-être un manque aussi de se dire j'aimerais faire un peu plus de sport quand même. Oui c'est sûr. Après là moi j'ai quand même beaucoup de chance parce que je peux m'entraîner. J'ai des joueurs avec qui jouer et qui sont majeurs, donc ils n'ont pas les études à gérer. Mais si je devais trouver aussi des joueurs qui sont à l'école et tout le monde s'organise ensemble, c'est pas évident. Et ben écoute, on va passer au petit. Je t'ai préparé un petit mini-jeu avec des petites questions pour savoir pour tester ta culture. Je sais même pas comment on dit, ta culture tennistique. Ouais. Culture tennis on va dire. Donc pour ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas également à participer. Je ne vois pas combien vous êtes parce qu'il y a un petit cadre qui est devant sur le nombre sur le PC. Je vais peut-être regarder sur la tablette, je vais peut-être l'avoir. En tout cas n'hésitez pas à participer également. Et il y aura un petit tirage au sort des gagnants à chaque fois pour voir qui a répondu le plus rapidement. Et puis je rappelle les règles pour ceux qui sont dans le chat. Pour avoir la bonne réponse, il faut taper la bonne réponse avec l'orthographe exacte et les espaces, enfin en tout cas avoir la bonne réponse à chaque fois pour que le bot sur Twitch puisse accepter la réponse. On va commencer avec une question assez simple. Peut-être. J'ai la pression. Assez simple, mais si tu sais pas, c'est pas grave. Enfin, c'est juste assez simple parce que on va parler de Nadal. Comment s'appelle l'oncle qui est aussi l'entraîneur de Rafael Nadal? Tony Nadal. voilà, tu vois, c'est pour ça que je te disais que ça. Tu vois, j'ai fait des questions assez simples, mais donc voilà, c'est bien effet Tony Nadal. Tu vois, ça commence tout doucement, ça va. Justement, en parlant de Nadal, combien il a de titres en Grand Chelem? 20. Tu vois, au final, les questions étaient beaucoup trop simples. On va aller rechercher un quiz avec des questions plus dures. Et ouais, exactement, 20 titres en Grand Chelem, dont 13 Roland Garros. Ouais, c'est ça. 13, je sais pas. 13 Roland Garros. Et donc, si tu veux, combien en ont Federer et Djokovic? Pareil. C'est bien, t'es pas fait avoir. Exactement, 20, ils sont tous les trois à égalité, et le quatrième c'est Pete Sampras avec 14. Mais donc ouais, trois monstres du tennis qui sont en fin de carrière. Malheureusement Djokovic a encore quelques années devant lui. Mais Federer risque d'arrêter très bientôt. Et Nadal aussi, je pense. Ils sont blessés en plus en ce moment. Ouais, voilà. Ils enchaînent pas les tournois parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est là où les blessures, en effet, en même temps, ils sont un peu plus âgés. Federer, il a 40 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans et Nadal, 35, je crois, ou 36. 36, ok. Donc oui, forcément, ils arrivent un peu en fin de carrière. Mais voilà, les trois monstres du tennis qu'on a eu la chance de regarder, de voir depuis je sais pas combien de temps, et notamment Nadal tous les ans à Roland Garros. Ça fait 15 ans qu'il gagne tout.
Troisième question. Est-ce que tu connais le match quel est le match le plus long de l'histoire? Juste, c'est pas la question, mais est-ce que tu connais le match le plus long de l'histoire du tennis? Oui, Mahut contre Isner. Ok, d'accord. Donc ça c'était en 2010, mais la question c'est, alors faut juste taper, si vous voulez jouer, faut juste taper l'heure, je vous demande pas les minutes, juste le nombre d'heures. Combien de temps a duré le match? Je dirais 11 heures. Ah putain, il est fort, c'est 11 heures, et est-ce que vous avez les minutes par contre? 7 ou 13. Non, c'est moins, 5 minutes. Ok. 11 heures et 5 minutes de jeu. Mais déjà, t'avais les 11 heures et c'est... Je sais pas comment ils ont fait. Bref, le match a duré... Il a été interrompu, je crois. 3 jours, 4 ouais, c'est ça. Ça s'est passé sur 3 jours. Et ça a fait au final... je sais même plus qui a gagné. C'est John Isner qui a gagné, je Ouais, crois. Ouais, c'est John Isner qui a gagné. Et il a gagné 6-4, 3-6, 6-7, 7-6. Et attention, le dernier set, tu l'as? 70-68. Oh là 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 là. C'est tu serais fort à la question pour un champion version tennis. Hein. Quatrième question. Le chat n'a même pas le temps de jouer. Tu leur laisses même pas le temps de jouer en fait. Non, c'est normal en même temps. Bon voilà, du coup, si je dis dernière victoire française à Roland Garros, tu vas forcément savoir. Yannick Noah. Ouais, voilà. Tu vois, je me suis dit, je vais faire des questions faciles quand même. Bah, c'est bien. Et en même temps, j'aurais dû prendre des questions beaucoup plus dures. Et donc, c'est en quelle année par contre? Je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Non. On va laisser le chat. On va laisser le chat quelques secondes. On va même tester. Regarde, on a pour faire le. Je vais tester notre magnifique petite chronomètre. Regarde. Je sais pas combien de temps ça va durer. On va attendre. On va avoir un gros blanc pendant que ça. Non, je ne sais pas du tout comment le gérer ce truc, mais en gros on a ce petit chronomètre qu'on se fait un petit délire. Ok. C'est comme les talkies, voilà. Non, bon, je vais le couper, mais en tout cas si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas à la mettre. C'est le voilà, on va couper ça si ça veut bien se couper. Ça veut pas se couper. Voilà, ça c'est coupé. Voilà, c'est pour le délire. Donc c'était en 1983. 83. J'ai enfin réussi à te piéger. T'es bon. Il y a ta maman qui dit que tu es incollable et que tu vis et que tu vis, tu manges et tu lis tennis. Alors là, ça va peut-être être... Bon, si, ça va être facile. Il y a un joueur français qui est souvent connu pour ses... je vais dire envolées lyriques sur les terrains de tennis. Et avec le fameux Santé Marion. Donc j'espère que tu vois qui c'est. Benoît Paire. Voilà, j'aurais juste dire quel joueur français est connu juste pour parler sur le terrain, tu m'aurais dit Benoît Paire. Oui, Benoît Paire qui a également gagné d'ailleurs l'Open de tennis de Vendée, je crois en 2015, si je dis pas de bêtises. Mais oui, Benoît Paire extrêmement talentueux, mais qui a des côtés un peu excentriques sur les bords. Avec, si vous voulez faire une compilation des vidéos de Benoît Paire qui insulte tout le monde, c'est drôle ou ça vous fait pas rire, mais en tout cas c'est Benoît Paire. Petite question aussi d'actualité sur le tennis. Il y a très récemment une joueuse qui un tout petit peu plus vieille que toi, ouais. Mais qui a gagné l'US Open. Comment elle s'appelle? Emma Raducanu. Bon bah voilà, j'ai fait des questions beaucoup trop simples. La prochaine fois, le prochain invité, il va avoir des questions hyper dures et ce sera à cause de toi. Il reste 2 petites questions vu qu'on va assez vite quand même sur ce mini-jeu. Je sais pas si tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a un compte qui se moque gentiment des sportifs français et donc forcément, notamment de Benoît Paire. Comment il s'appelle ce compte? Fédération française de la luge, non? Ouais, voilà. Incollable. La FFL, la Fédération française de la loose, qui là aussi, hein, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux et puis aller voir leur site internet. Ils sont fair play, c'est très très drôle. Faut aimer avoir du second degré, mais t'auras peut-être l'occasion d'avoir affaire à eux un jour. Je sais pas. Si jamais tu perds une finale de Grand Chelem, tu auras un petit tweet. Oui, enfin non, j'espère que tu la gagneras, mais
D'ailleurs, ils tweeteront aussi si tu la gagnes, mais ils tweeteront que eux, ils sont pas contents. Mais bref, non, ils sont c'est très drôle, c'est très fair play quand même, parce qu'il faut reconnaître que quand ils gagnent, quand les joueurs français ou des sportifs français gagnent, ils savent le reconnaître. Donc voilà. Et la dernière, sur l'équipe de France de tennis, donc pour la Coupe Davis, on a combien de titres à la France en Coupe Davis, les masculins? Ah, je vais réussir à te poser une colle. 5. Non. 4. Non. Je sais pas. Beaucoup plus. La France en a 10. Au même titre que le Royaume-Uni. Et je crois que les recordman, c'est les États-Unis. Avec, je crois qu'ils sont 32 titres en Coupe Davis, mais ils n'ont pas gagné depuis 2007, par exemple. Tu vois. Okay. Donc voilà. On a fini sur ce petit mini-jeu. D'ailleurs, on avait des génériques mini-jeux, mais je sais pas si on les a. Loïc, est-ce que tu les as, les génériques mini-jeux, qu'on mette juste celui de fin on va parler via le talkie. Est-ce que tu les as ou pas, les génériques mini-jeux? Sinon, c'est pas grave. Voilà, encore n'hésite pas à dire ce que tu penses de ce magnifique générique. On va enchaîner donc juste sur... donc voilà, on a bien compris que l'objectif pour toi dans ta carrière, c'était donc en tout cas d'être joueur professionnel. Je vais boire un petit peu parce que j'ai les lèvres qui s'assèchent. On a une question dans le chat justement qui te dit: tu fais quoi comme études? Donc j'imagine que tu es au lycée. Ouais. Mais vas-y, si tu veux expliquer. Je suis en première générale. Donc en spécialité, je faisais maths, physique, SES. Donc voilà, je suis en cursus normal, mais juste à distance avec le CNED. Ok. Et donc, je sais plus, parce qu'il y a la réforme du bac, et t'as des épreuves à la fin de l'année Oui, là j'ai le bac de français et le bac de la spécialité que je choisis d'enlever. En gros, en terminale, je garde 2 spécialités sur les 3. Donc j'ai celle que je garde pas et le français. Et est-ce que justement, on parle des cours, mais est-ce que quand t'as un examen, est-ce que ça t'aide de faire du tennis avec pas mal de pression, ou est-ce que c'est totalement différent et ça n'a absolument rien à voir? Ou est-ce que justement tu te dis c'est un examen, finalement la pression je la bois, comme on dit, mais... Ouais, ça va, surtout quand c'est sur table, il n'y a pas trop de... moi je ressens pas trop la pression. Après c'est surtout quand il y a des oraux, où là c'est c'est un peu plus stressant, mais ça le fait bien. Ouais. N'hésitez pas à noter aussi mes blagues de beauf. Quand je dis la pression, on la boit, ça fait toujours plaisir le naturel qui ressort comme ça. Pour parler de l'aspect pro, donc déjà, quand est-ce que tu t'es fixé un objectif, de dire à tel âge, je voudrais être pro? J'imagine qu'il y a la barre des 18 ans qui doit être là. Moi personnellement, je pense que je vais attendre le bon moment où je me sentirai le meilleur pour me lancer. J'envisage, il y a une option qui est de partir aux États-Unis après mes 18 ans. Ça permet donc avec les universités d'avoir des bourses pour pouvoir en fait avoir un diplôme en plus quand tu es là-bas et t'entraîner beaucoup et jouer pour l'université. Donc c'est en général ça peut durer 4 ans. Et donc si je vais là-bas, après c'est loin d'être décidé, j'aurais progressé et quand je me sentirai prêt et avec mon meilleur niveau pour me lancer. Parce que ça c'est quelque chose qui est pas possible en France, on va dire, puisque on en parlera, mais j'imagine qu'il y a aussi le côté financier pour devenir pro qu'on connaît pas forcément, mais qui est hyper important. Et c'est pour ça du coup les États-Unis ça permet ce côté bourse. Ouais, c'est surtout que pour se lancer en fait c'est un peu comme les juniors pour tous les tournois internationaux. Et il faut payer les déplacements, l'avion, l'hôtel. Donc si par exemple je me lance sur le circuit à 18 ans et que j'arrive pas je perds 1 ou 2 ans, j'arrive pas vraiment à percer, j'aurais perdu beaucoup d'argent, alors que si je me lance à 22 ou 22 ans et que je réussis, j'aurais moins perdu d'argent, quoi.
D'accord. Parce que c'est surtout ça le. Ouais. On va dire pour soutenir l'envie d'être pro, il faut justement que derrière tu aies la possibilité du coup de faire tous ces déplacements Ouais, et c'est tout ça. Et comment ça se passe? J'imagine que c'est de la recherche de sponsors. Ouais, bah oui, en fait en ce moment je recherche beaucoup de sponsors pour essayer de jouer le plus possible de tournois à l'étranger en junior pour essayer de faire les grands chelems. Donc voilà, ça c'est des recherches de sponsors. Et du coup, si tu as quelque chose à leur dire là, des sponsors qui potentiellement pourraient Attends, mais- écouter, qu'est-ce que tu leur dirais? Genre, pourquoi est-ce qu'il faut. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà des sponsors qui te suivent? J'imagine que Ouais, le coq sportif. Babola en matériel. Voilà. Oui, parce que là, c'est la raquette que l'on voit sur le plan large. C'est ta raquette avec laquelle tu joues. Et donc, donc tu as déjà quelques sponsors et donc tu en recherches d'autres. Et voilà, si tu as quelque chose, je sais pas, si tu as quelque chose à leur dire, suivez-moi, donnez-moi de l'argent pour Voilà, le jeu. c'est ça. Mais ça, j'imagine que ça, c'est des choses que c'est sur le terrain que tu vas pouvoir les convaincre. Et donc, est-ce que tu as déjà pu discuter avec des pros justement sur leur début Oui, après, mon entraîneur, il a un très bon ami, c'est Roger Vasselin. Donc j'ai eu la chance de m'entraîner plusieurs fois avec lui à la bolle. Et on a pas mal discuté sur ses ressentis, sur ses expériences qu'il a eues. Pour ceux qui connaissent pas ce joueur, explique-nous qui c'est juste rapidement. Alors là, il est blessé, mais il a fait finale au Masters de double l'an dernier. Il a été, je crois, 30e mondial en simple. Et là, il joue que le double maintenant. Il a des problèmes à la hanche. D'accord. Et donc, il a quel âge? 36 ans, je pense, à peu près. Et donc, c'était intéressant de parler avec Ouais, super intéressant. avec un joueur comme lui. Et qu'est-ce que vous avez de quoi vous avez pu discuter sur un peu la partie technique, déjà sur ce qu'il pensait de mes coups. Après, c'est surtout des petites expériences, des anecdotes qu'il a sur le circuit. Ouais. J'imagine que ça fait quand même toujours pas pour plaisir d'avoir des conseils de. Ah oui, c'est sûr, bah oui, c'est ça t'arrive directement, comment dire, tu le perçois d'une autre manière que quand c'est quelqu'un qui te le dit, quoi. Et donc, est-ce que lui aussi il t'a parlé aussi de ce côté pour devenir pro, le côté on va dire coulisses qu'on voit pas forcément dont parler, le côté financier, est-ce qu'il t'en a parlé justement de cette aide aussi pour avoir des sponsors, pour avoir des petits conseils pratiques, on va dire, pas forcément sur le tennis mais sur les coulisses? Ouais, après ça dépend, beaucoup, tous les jeunes, ceux qui veulent se lancer ont un parcours différent. Il y en a qui sont directement avec la fédération, donc la fédération leur paye leur déplacement, etc. Il y en a d'autres, ils ont des moyens, ils ont plus de moyens que d'autres. Et il y en a d'autres qui doivent chercher des sponsors, où il y a plein de chemins différents possibles. Donc lui, il a réussi, en fait, faut essayer de le rester le moins de temps possible sur le circuit futur. Il y a les futurs, les challengers, et après il y a les ATP. Donc tu gagnes de l'argent à partir de Challenger et ATP surtout. En futur, même si tu gagnes le tournoi, tu gagnes pas vraiment d'argent. Tu rembourses tes frais, voilà. Ouais. Et oui, parce que justement sur le côté coulisses, encore le côté justement financier, c'est à partir, tu disais, c'est à partir de vraiment plutôt Challenger qu'on commence à gagner un peu d'argent, mais déjà où est-ce que t'en es par rapport à ce niveau-là? C'est déjà quand même au-dessus. Ouais, ils sont à peu près 200e mondial, donc c'est très fort. Et donc ça, ce côté coulisses, justement, faut bien comprendre que forcément, si t'as pas encore une fois, de financement extérieur, tout est de ta poche en fait. C'est ça. Ouais. Enfin, de la poche de ta famille, de tes parents, mais et donc ça, pour qu'on comprenne, qu'on se représente bien, voilà. Enfin, si tu veux te déplacer, par exemple, si tu veux faire, prenons plusieurs tournois, etc. Ça se passe comment financièrement? Ça coûte combien, on va dire, de se déplacer, quoi? Pour mes expériences que j'ai fait, surtout c'était pour par exemple si je suis parti 2 semaines en Croatie. En général, quand on part 2 semaines dans un pays, ça coûte à peu près aux alentours de 2000-3000 euros. Donc quand je pars avec un coach,
je peux essayer de diminuer les frais si je pars tout seul, mais bah, je peux partir tout seul maintenant, mais il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, j'étais un peu plus jeune, c'était un peu délicat de partir tout seul. Mais voilà, c'est à peu près entre 2000 et 3000 euros les déplacements de 2 à 3 semaines à l'étranger. Ouais, donc forcément. Surtout si on veut le répéter plusieurs fois dans l'année pour gagner un maximum de points. Et donc c'est surtout ça, c'est surtout la récurrence en fait Ouais. qui fait déjà que tu auras des points et que tu vas augmenter dans le classement, mais c'est surtout la récurrence qui fait que c'est pas possible de Voilà. tout seul en fait Ouais. de gérer ça. Ok. Et sur le côté justement entre pour qu'on comprenne bien aussi que financièrement c'est un monde d'écart, justement tu as les pros, ceux qu'on voit à la télé, eux par exemple financièrement, eux ils ont plus besoin de se poser de questions en fait, ils ont déjà le niveau et en fait les cachets viennent avec. Et ensuite quand tu descends ça se passe comment en fait au niveau financier? J'imagine que c'est beaucoup moins d'argent en jeu pour Bah oui, sur les circuits, sur les futurs et les challengers, il y a quand même beaucoup moins d'argent à la gagne que sur les ATP 250, 500, où c'est vraiment... En ce moment, je crois qu'il y a des mouvements qui essayent de répartir un peu plus les gains, où en Grand Chelem, le prix des vainqueurs, ils ont diminué, et il y a plus d'argent au premier tour. Donc, mais voilà. Oui, parce que encore une fois, même sur les grands tournois, il y a c'est souvent les mêmes qui se retrouvent au final dans le tour suivant, mais au premier tour, il y a peut-être un peu, forcément, moins d'argent qu'ensuite. Ok. Sur l'aspect, on va dire plus sportif au quotidien, donc tu parlais d'un coach mental. Est-ce que tu as par exemple aussi un coach, on va dire, un nutritionniste, on va dire, est-ce que déjà à ton âge, tu regardes ce que tu manges, tu fais attention? Je fais attention, après j'ai pas de régime particulier mais je fais globalement attention, je mange pas n'importe quoi, mais tout en restant assez normal, sain. Et justement tout ce qui est on va dire comment est-ce que on arrive au haut niveau? Est-ce que tu sais déjà qu'il va falloir que tu fasses beaucoup de sacrifices justement pour est-ce que c'est pas difficile à ton âge de se dire il faut quand même que je mette de côté beaucoup de choses de ma vie d'adolescent, on va dire, pour justement aller au plus haut niveau? Ouais, bah après pour moi quand je suis sur le terrain, oui, c'est pas des sacrifices quoi, c'est normal, je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain, à partir en tournoi, à voyager. Bon, moi c'est que du kiff quoi. Ouais, tu te poses pas encore la question, on va dire. Et est-ce que justement t'as pas alors c'est peut-être j'extrapole un peu, mais est-ce que t'as pas non plus peut-être peur d'un moment de faire un burn-out, de se dire justement c'est pour ça que tu fais pas, faut pas trop en faire justement pour pas en avoir marre totalement de... Bon, je sais pas si un jour ça arrivera, en tout cas ça fait quasiment plus de 10 ans que je joue au tennis et j'en ai... attends. Ok. Non, mais t'entends mieux, c'est juste que des fois on peut se dire une fois qu'on fait trop d'entraînement, trop de prépa, qu'on ait trop de temps, peut-être que... Mais ça... Bah en ce moment il y en a pas mal qui au fur et à mesure des années passent qui arrêtent, qui en ont marre quoi. Et est-ce que justement ça vient à la question un peu crise sanitaire, est-ce que justement t'as pas eu il y a eu pas mal d'arrêts, on va dire. Est-ce que ça t'a justement, tu t'es dit c'est finalement il faudrait peut-être que ça fait du bien de s'arrêter un peu, ou est-ce que tu t'es dit non moi je veux faut que je continue à jouer quoi? Pour le premier confinement, du coup on pouvait plus du tout s'entraîner, donc j'ai beaucoup couru, j'ai fait pas mal de physique, mais ça m'a aussi fait du bien de faire une pause. Moi j'ai bien aimé le premier confinement. Ensuite pour le deuxième on pouvait continuer à s'entraîner. Après il y avait les restrictions quand même de pas jouer en salle, le couvre-feu, etc. Mais on pouvait s'entraîner et du coup on a réussi quand même à bosser les choses qu'on n'a pas le temps de bosser d'habitude. Et donc on a repris, après j'ai bien repris les compètes, mais c'était quand même un peu long, quasiment plus de 6 mois sans tournoi. Et est-ce que justement on va arriver sur l'aspect
sur l'aspect mental. Est-ce que justement cette période avec un peu moins de tennis, ça t'a permis de Ouais. travailler sur l'aspect mental? Ouais, carrément, ouais. On a fait beaucoup de séances avec mon coach mental. Et Et ça ressemble à quoi une séance de... Juste parce que... Enfin, perso, j'en fais pas. Ouais. Ça ressemble... Peut-être que je devrais en faire. Mais ça ressemble à quoi une séance mentale pour se préparer mentalement sportivement Ouais. Bah moi, c'était surtout pour réussir à gérer la frustration, à être dans le bon état pour pas penser au point d'avant, ou rester dans le bon état pour le point. Donc ça, il y a plein de formes différentes, sous forme d'ancrage, de respiration, C'est justement, encore une fois, l'aspect... on parle surtout de l'aspect physique, l'aspect technique des coups, mais pour toi, est-ce que justement l'aspect mental, c'est quasiment l'une Ouais. des choses les plus importantes du tennis? Ouais, moi, surtout pour moi, où moi je pense que si j'étais vraiment plus fort mentalement, je pourrais être encore plus fort. Parce que ça me coûte un peu cher sur pas mal de matchs. Donc c'est pour ça que je m'investis pas mal dedans. Quand tu dis ça me coûte cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des moments où tu perds 2-3 jeux d'affilée et en fait c'est ça qui fait que faut que Ouais. tu te remettes dedans en fait. Ouais, et même sans parler de concentration où je suis vraiment frustré, donc de pas bien jouer alors que ça arrive. Et donc je perds pas mal de points derrière, ou je suis frustré quoi. Ouais, et ça te déconcentre un petit peu et tu veux en mettre trop et ça marche pas. Ouais, oui, il y a un certain niveau où ça joue à quasiment à rien, et si le point où ils sont importants, t'es pas dans le moment présent, bah tu perds le match quoi. Ouais, parce que en fait c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'en rend compte quand on joue, Ouais. que ce soit le tennis, même d'autres sports, c'est que si on est bien mentalement, tout passe en fait. Ouais. Enfin, tous les coups qu'on veut faire, ça Ouais. se passe en Ouais, fait, c'est c'est ça. Et même on prend plus de plaisir, beaucoup plus de plaisir à être frustré. T'as pas envie d'être sur le terrain quoi. Alors que quand t'es bien dans ta tête, dans ta peau, Et justement, parce que je vais me dire peut-être que pas du tout, mais est-ce que t'as déjà pété un plomb sur un terrain en disant, un moment où tu t'en avais vraiment, vraiment marre et tu Ouais. t'avais envie de sortir du terrain quoi? Ouais, bah même plusieurs fois, mais ouais, ça m'est arrivé. Et c'est quoi, tu fais quoi de sortir du terrain ou juste de Non. dire de... Non, mais ça explose Ouais, faut que ça à sorte, l'intérieur quoi. Ouais. Et c'est Faut- quoi, tu cries dans ces cas-là ou bah forcément Bah, ce qu'on voit assez souvent c'est la raquette qu'on prend un coup, mais là forcément c'est peut-être un peu plus compliqué vu Bah, que c'est surtout ça coûte cher, une raquette. ça sert à rien que le match continue quoi. Y a plus de match. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans ces cas-là, c'est là où il faut justement que tu arrives Ouais. à retrouver le C'est ça. cours du Ouais, match. switcher. Et c'est justement là, encore une fois, où on voit, notamment, moi ça me fait penser, il y a des joueurs comme Andy Murray ou Djokovic, qui est peut-être la personne la plus forte mentalement sur le circuit, où justement, lui, il arrive à pas avoir des coups où il arrive à rien. Et il va quand même gagner le match parce qu'il arrive à se remettre dedans. C'est ça que, on va dire mentalement, c'est ça où c'est difficile. Ouais, ils sont là, ils sont vraiment au top. C'est le top quoi qu'il peut y avoir. Et dans les séances on en reparlait, dans les séances de suivi mental, on va dire, tu fais quoi comme exercice concrètement pour arriver à te faire passer des paliers mentaux? Je travaille pas mal sur la respiration, sur essayer de... J'ai des croyances limitantes, si par exemple dans ma tête je sais que si à un moment important je vais rater ce service là, et bah, du coup essayer d'enlever cette croyance et de renforcer mes croyances positives pour ça. Par exemple, si c'est un moment important, je sais servir là, je l'ai réussi quasiment à chaque fois, et bah à ce moment là même avec la pression je vais réussir à faire ce service là quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est au lieu de se dire je suis sûr que je vais louper, Ouais, c'est de voilà. dire je suis sûr que je vais réussir. Voilà. C'est en gros, c'est passer ce cap forcément qu'on a tous, c'est un peu de négativité. Ok, c'est en gros, c'est être sûr de soi quoi. Ouais. Ok. Et ça t'en fait, j'imagine que tu vas être amené encore à en faire un peu plus pour justement éliminer. Est-ce que toi, par exemple, t'as envie d'éliminer ce côté sortir d'un match, genre est-ce que t'as vraiment envie de, ou est-ce que tu peux te dire des fois c'est logique et ça arrivera tout le temps, ou est-ce que tu veux arriver en mode oui, je veux vraiment réussir et surtout à arrêter
de parler, parce que je parle un petit peu quand ça se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien, ouais, et à parler négativement, surtout réussir à laisser ce qui s'est passé et se concentrer vraiment sur ce qui arrive, quoi. Tu parles comme Benoît Père ou Peut-être pas autant. t'évites de dire ce qu'il dit? Ça marche. On arrive bientôt sur la fin de cette émission. Je vais juste parler un peu de peut-être les futurs... je vais y arriver. Je vais le faire au moins une fois par émission de ne pas réussir à parler, de faire ce petit... Voilà. C'est pour le micro, c'est pour les gens. Oui, juste avant de... Parce qu'on était sur l'aspect mental, avant de parler des prochaines échéances, juste une ou deux questions sur le... Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas du tennis? Une question qu'on pose souvent à des sportifs, mais quand tu fais pas de tennis, voilà, quelles sont tes autres activités, les autres moments où tu t'amuses, quoi? Je me repose déjà beaucoup, parce que ouais, je passe beaucoup de temps à me reposer. Après, des moments en famille, je vois mes amis quand j'ai le temps. Et voilà, je fais du sport, du foot, des trucs comme ça. C'est pas difficile à gérer l'aspect beaucoup de temps passé sur le tennis, que ce soit sur le court ou même l'aspect mental ou l'aspect physique comme on disait, et l'aspect vie privée qui doit passer un peu à côté, enfin pas à côté mais en tout cas en second plan. Bon, non, je me pose pas trop de questions par rapport à ça, ça le fait tout seul, quoi, naturellement. Et du coup, c'est ta famille, ils en pensent quoi du coup ils te supportent, ils sont à fond derrière toi. Je crois. Hein. Non mais oui. non, mais Oui, ils me supportent et ils m'accompagnent dans mon projet. Ils sont au courant que c'est dur et que du coup ça prendra forcément un peu de temps. Ouais. Ok, et donc par rapport aux prochaines échéances, c'est quoi, on va dire, là ce qui arrive et j'imagine que je voyais dans le reportage de Visage du Sport qu'il y aurait potentiellement, on va dire, un créneau pour le prochain Roland-Garros si tu continues dans ces performances, c'est ça? Déjà là, je fais l'ITF, je pars dimanche à Honfleur. Et après, je fais les Ponciers, donc à Angers. Voilà, donc c'est pour prendre des poids à l'ITF, pour essayer d'être top 100 dans un an et demi pour pouvoir faire les grands chelems. Ok, et donc l'objectif là, on va dire d'ici même un an, enfin d'ici 7-8 mois, c'est t'as une chance d'être à Roland-Garros si en junior hein, bien évidemment, mais t'as une chance d'être à Roland-Garros et tu veux y être? Cette année ça va être compliqué parce que je pense pas assez jouer et avoir suffisamment de points, mais dans un an et demi pour 2023. Quand tous ceux qui auront 17 ans passent au-dessus, en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc dans un an, enfin pas celui-là, mais le prochain Roland-Garros, donc 2023. Ouais. 2022. 2023. Le prochain il est en 2022 et celui d'après en 2023. D'accord. Donc quand tu auras 17 ans et quasiment 18 ans, quoi. C'est ça. Ok. Ça marche. En tout cas, on te le souhaite pour que tu sois à Roland-Garros et puis pour tous ceux qui regardent en tout cas, ou que ce soit là maintenant ou même en replay, si jamais vous voulez merde, c'est quoi le terme, te parrainer en tout cas, être un de tes sponsors, faut pas hésiter parce que du coup on espère que tu ailles le plus loin possible. Merci. Et donc ça va être la fin de cette émission. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là dans ce petit T'en penses quoi d'ailleurs du studio pour finir? Il est très bien décoré. Ça manque de tennis. Tu nous laisserais quelques balles pour le décorer ou... Volontiers. Ça marche. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Et puis on te souhaite le meilleur pour les prochains tournois qui vont arriver. Et puis on souhaite te voir très rapidement à la télé. Hein. Ouais, j'espère. À Roland-Garros. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve nous demain soir à 19h pour l'émission Chilicon Vendée où on aura l'association Le Fil, une association étudiante de La Roche-sur-Yon. À demain, salut tout le monde.